Allez, de retour dans Intégral Week-end, c'est Intégral Écho avec une semaine historique marquée par le Brexit. Theresa May à la baguette, un processus qui s'annonce long, on annonce 2 ans, peut-être plus. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe, qui vient de fêter les 60 ans du traité de Rome, se trouve à groggy. Alors, à qui profite le Brexit? On en parle avec nos deux invités. Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie, enseignant à la Paris School of Business. Votre livre Introduction inquiète à la Macron-économie, c'est aux éditions Les Petits Matins. Également sur ce plateau, bonsoir Marc Daguerre, vous êtes fondateur de DT Expert, spécialiste en trading. Alors, messieurs, à qui profite ce Brexit? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire déjà? Non, je pense que pour l'instant, oui, c'est très dur de le dire, mais je pense que ça profite vraiment pas à grand monde. En fait, je pense que qu'est-ce qui va se passer? Là, l'article 50 a été mis en route. Ouais. Le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, mais va faire quand même en sorte de toujours profiter du marché commun et donc de faire un statut un petit peu comme la Suisse et la Norvège, c'est-à-dire profiter de l'espace économique européen à moindre contribution, parce qu'il y a des nombreux échanges quand même très forts entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Je rappelle que 45 ou 48% des exportations se dirigent vers l'Union européenne. Et nous avons un excédent commercial, ce qui est assez rare, avec le Royaume-Uni. Donc personne n'a intérêt à ce que ce Brexit se passe mal, même si politiquement il faut taper du poing. Économiquement, personne n'a intérêt à ce que ça se passe mal. Marc Daguerre, à qui profite le Brexit aujourd'hui en tout cas? Je suis assez d'accord avec Thomas là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse... Le mot profiter est un peu fort. D'ailleurs, le Brexit a soulevé finalement très peu de liesse. Même au sein même de l'Angleterre, des gens qui avaient voté pour se sont trouvés à court terme avoir l'impression d'avoir fait quelque chose dont ils ne mesuraient pas vraiment l'ampleur. Je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de savoir, parce que d'abord c'est un processus qui est long. Il y a beaucoup d'antagonisme derrière, il y a tous les accords, tous les principes d'accords commerciaux à revoir, à renégocier. Alors comment ont réagi par exemple les marchés cette semaine? Alors cette semaine-là, vous voulez dire là où on a signé véritablement... C'était mercredi, très franchement, les marchés n'ont absolument pas bronché cette semaine quant à la nouvelle pour acter le fait de la signature du Brexit. Alors, encore quelques semaines, on promettait limite une crise financière Mais alors on l'a promise avant le vote, en pensant qu'elle allait arriver sur le vote. Et même si, à très court terme, les 2 jours qui ont suivi l'annonce, effectivement, il y a eu un cataclysme boursier, mais qui s'est résorbé très vite par la suite. Aujourd'hui, par exemple, si on regarde l'indice principal anglais, qui est le FTSE, qui représente 100 des plus grosses entreprises anglaises, l'équivalent du CAC là-bas. Depuis le vote du Brexit, le FTSE a pris à peu près 25%. Donc il n'y a pas eu d'impact véritable sur le marché, en tout cas pas autant qu'on pouvait le penser. Pas d'impact pour l'instant. Ils ont un PIB qui était quoi, à 1,6, qui devrait être à 2 d'après les prévisions. Il n'y a pas d'impact. Mais bon, c'était pas une économie qui était fortement intégrée à l'Union européenne. Déjà, c'était pas dans l'euro. Donc la désintégration n'est pas aussi forte que c'était un pays de la zone euro. Ils avaient tenu... On déplaise à tous les partisans du Frexit. Voilà, mais ils avaient tenu vraiment à garder leur souveraineté monétaire. Leur contribution avait quand même diminué sous Thatcher. Thatcher avait dit une phrase « I want my money back ». Donc elle voulait moins de contribution à l'Union européenne. Et d'ailleurs, cette contribution avait été complétée par la France. Et ils avaient refusé le pacte de stabilité et de croissance. Donc vous voyez, il y avait déjà une intégration européenne qui était en fonction de leur désirata au moment. Et quand ils ne voulaient pas, ils refusaient, comme ils l'ont fait pour l'euro principalement. Donc la vraie question qu'il faut se poser, plutôt que d'agiter le spectre des conséquences qui pourraient être dramatiques, qui visiblement ne le sont pas, il faudrait se poser la vraie question. Comment un pays aussi peu intégré à l'Union européenne veut la quitter? Pourquoi? C'est que quelque part l'Union européenne ne fait plus rêver. Vous avez des mouvements nationalistes, y compris en France, mais aussi en Europe de l'Est, qui prennent des parts importantes dans les débats politiques au niveau des élections. Pourquoi cette Union européenne n'arrive plus à faire rêver? Pourquoi aujourd'hui des pays se voient plus à l'extérieur qu'à l'intérieur? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut poser. Mais alors justement, je vous prends la balle au bon. Il y a eu cette campagne pour le livre, vous en parlez tout à l'heure, Marc Daguerre, et c'est vrai qu'il y a certains citoyens qui se sont peut-être sentis floués. On leur a dit qu'ils allaient récupérer de l'argent. Et première chose, on demande au Royaume-Uni de payer la note. Ça fait partie des points importants, tout comme le sort des Européens qui sont au Royaume-Uni. Il y en a plus de 3 millions. Exactement, elle doit contribuer au budget normalement jusqu'en 2020, donc elle a une somme qu'elle doit encore débourser. Mais attention, si elle contribue au budget, je pense qu'elle peut encore profiter. Ça fait pas mal de milliards. Oui. Voilà, politiquement, c'est difficile à dire ça. Quand il y a des électeurs qui ont dit oui, on va vous mettre au pouvoir, on va voter le Brexit parce qu'on ne veut plus contribuer à l'Europe, et que là vous dites qu'ils contribuent jusqu'en 2020, mais ils peuvent encore une fois, profiter du marché commun, parce que la contribution vaut pour profiter du marché commun européen. Si vous n'avez pas de contribution, vous êtes comme un pays tiers, comme les États-Unis, et vous ne pouvez pas profiter de ce marché commun. Donc ils vont pouvoir quand même profiter du marché commun. Mais effectivement, politiquement, c'est difficile de dire
on va plus contribuer à l'Union européenne, cet argent va nous revenir, et on va financer d'autres choses avec, c'est ce qu'ils avaient promis, et de voir qu'ils doivent contribuer encore jusqu'en 2020, effectivement, ça va être difficile à avaler pour les électeurs. Marc Daguerre, c'est une véritable partie d'échec qui s'est entamée depuis mercredi, même depuis plusieurs jours. Comment vous voyez, quelle stratégie adopte la Grande-Bretagne, et surtout, est-ce que Theresa May, selon vous, subit ce Brexit ? Alors, il y a deux choses. Pour reprendre ce que disait Thomas tout à l'heure, quand il disait que l'Union européenne ne fait plus rêver. Je pense qu'il y a aussi autre chose qu'il faut regarder, qui se passe à travers le monde aujourd'hui, c'est que le monde ne va pas très bien, il faut être assez franc, et les gens cherchent des raisons. Et je crois que ce vote pour le Brexit, si on devait le prendre intellectuellement dans l'explication qu'il implique derrière, je pense qu'il y a une grande majorité des gens qui ont voté pour le Brexit qui n'avaient pas du tout cette vision-là des choses dans les répercussions que ça allait avoir. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, c'est encore assez difficile de pouvoir vraiment parier sur les répercussions pour plein de raisons. Effectivement, qu'est-ce qui va être négocié ? Comment l'Union européenne va agir, interagir, parce que l'Union européenne, c'est quand même 27 pays qui doivent s'entendre chacun dans les négociations qu'il va avoir avec le Royaume-Uni. Theresa May, quand j'ai des amis par exemple en Angleterre, elle a une popularité quand même qui est bonne. Elle est plutôt fédératrice qu'autre chose. Elle a réussi à les rassurer, elle est fédérée. Ouais. Oui, alors est-ce qu'elle le subit ? D'un autre côté, elle n'a pas vraiment le choix non plus. Elle est arrivée pour les raisons qu'on connaît, avec ce qui s'est passé avec Nigel Farage, qui finalement a très vite est parti, voilà. Comme Boris Johnson, voilà. Ils sont partis. Et du coup, elle s'est retrouvée catapultée ici, j'allais dire malgré elle ou pas, qu'importe, mais aujourd'hui, je pense qu'elle fait ce qu'elle a à faire et elle s'en sort bien, mais n'importe qui aurait du mal à dire ce qui va en être vraiment très concrètement. Je crois effectivement que c'est juste révélateur surtout de ce qui se passe de façon générale, comme on l'a vu aux États-Unis avec Trump finalement, c'est-à-dire un ras-le-bol quelque part qui fait qu'aujourd'hui, les gens cherchent une raison. Et peut-être qu'à terme, ils se disent, peut-être que l'Europe, c'est pas une solution. Et dernière chose, avant de laisser la parole à Thomas, qui a dit aussi quelque chose de très juste, la monnaie... Vous êtes d'accord sur tout, quoi. n'était pas... Oui, en général, ça m'arrive. La monnaie de l'Angleterre a préservé sa monnaie. C'est complètement différent. C'est-à-dire, quand on parle du Frexit, vous en avez parlé tout à l'heure, là, il y a vraiment d'autres enjeux. On parle de la zone euro, on ne parle pas de l'Union européenne en tant que telle. Et c'est quand même quelque chose aussi qui est vraiment à prendre en compte. Thomas Porcher. Oui, je rajouterai une chose, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'il y a eu vraiment, dans ces pays qui ont libéralisé massivement leur économie, un espèce de conflit d'intérêts entre des travailleurs qualifiés qui, eux, profitaient de cette mondialisation et de cette libéralisation, et une autre partie des Anglais ou des Américains qui, eux, voyaient la concurrence internationale et la libéralisation qui ne leur profitaient pas. Donc il y a eu des taux de chômage très faibles aux États-Unis comme au Royaume-Uni, mais une explosion des travailleurs pauvres. Et vous aviez des corrélations, vous n'aviez plus de corrélation justement entre, par exemple, l'aide alimentaire aux États-Unis et le taux de chômage. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui ont mis au pouvoir des Trump, très protectionnistes, et qui ont voté le Brexit. Et ça doit être une leçon. Des économies qu'on a vues comme des exemples pendant très longtemps, pour leur dynamisme, parce qu'elles libéralisaient. Aujourd'hui, le retour du boomerang, c'est les extrêmes au pouvoir. Et ça, c'est une leçon, je pense, qu'on doit avoir vraiment gardée en mémoire dans toute l'Europe, surtout pour les prochaines élections. On a dit que les négociations ont véritablement débuté mercredi. Qui a le plus à perdre en cas d'échec des négociations ? Parce qu'on sent qu'il y a une extrême tension. Et on n'a pas encore parlé de Michel Barnier qui est à la baguette sur ce dossier-là. Alors là, il y a deux enjeux. On parle parfois, on a entendu des mots comme punition, des mots un peu... Moi, je pense effectivement que personne n'a vraiment intérêt à ce que ça se passe mal dans un sens ou dans l'autre. Le vote a été fait, respecté maintenant. On est dans un processus qui va être long. Et les négociations vont être, à mon avis, assez musclées avec certains. Parce que d'un côté, vous avez un pays totalement indépendant qui a en plus marqué un pas de plus vers son indépendance. Et en face, vous avez encore une Union européenne faite de 27 États qui vont devoir chacun y trouver. Et les antagonismes de ces 27 États ne sont pas les mêmes. Oui. Ça ne va pas être pareil pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour... les pays de l'Est. Voilà, et les pays de l'Est, complètement. Donc là, il va y avoir autre chose. Et est-ce que ça va devoir être des négociations au cas par cas ? Est-ce que, à mon avis, on est loin d'avoir vraiment toutes les clés pour arriver au bout de cette histoire. Quels sont les principaux secteurs, les secteurs stratégiques qui vont être impactés en Grande-Bretagne? On a parlé de la finance. La finance, quand même, certains ont dit qu'ils allaient mettre leur siège ailleurs. Je pense que l'important... L'automobile, ça allait mieux. La finance, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Et je pense que vous avez des amis là-bas, Marc. Voilà, on va en discuter. Mais je pense que là, la finance veut avoir quand même
les grandes banques veulent avoir un siège dans un pays européen. Et là, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont quitter la City, c'est faux. Et puis on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'il suffit que demain, Theresa May dérégule encore plus la finance, qu'elle fasse du Royaume-Uni un paradis fiscal, comme l'a fait par exemple Trump. Et là, vous avez des investisseurs. C'est plus que des rumeurs, là. À mon avis, si elle veut siphonner, comme il l'avait déjà fait à l'époque, la City a quand même siphonné la place financière parisienne. Et si elle veut siphonner une place financière, une autre place financière qui serait cette fois-ci européenne, il suffit qu'elle déréglemente plus les marchés financiers. Et là, vous avez les grandes banques qui reviennent rapidement. Mais il y a beaucoup d'investisseurs, notamment des investisseurs américains, les grands groupes Facebook, qui ont dit qu'ils continueraient à investir au Royaume-Uni. Personne ne peut se passer d'une économie où il y a autant de débouchés qu'au Royaume-Uni, une économie riche et qui est quand même dynamique. Donc les investisseurs vont pas, les banques peut-être se déplacent un peu, mais rapidement, je pense qu'elles vont revenir. Daguerre, c'est un faux débat. La City va forcément rester une place forte en Europe. On entend beaucoup Paris qui prend en profiter, Francfort. C'est plus compliqué que ça? Oui, je pense que c'est plus compliqué que ça. Alors, il y a déjà des mouvements qui ont été faits. On a vu des... voilà, et même, je pense que pas plus tard qu'aujourd'hui, des banques comme Lloyds qui ont fini par décider de s'installer à Dublin. Il y a HSBC, je crois, qui a envoyé un millier de collaborateurs ailleurs. Donc, il y a des mouvements qui sont directement dus à ce Brexit. Et il y a peut-être aussi autre chose, que vous parlez de la City, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas à long terme ce qui va devenir aujourd'hui des pays qui restent avec tout ce qui est en train de se passer. Thomas l'a très bien dit. Est-ce que ça va nous servir de leçon ou est-ce que finalement on va aller encore vers un éclatement européen encore plus important, auquel cas on parlera peut-être plus que de l'Angleterre parce qu'il va y en avoir d'autres et les cartes vont être à nouveau redistribuées. Aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un impact au niveau financier puisque c'était quand même un centre névralgique et que pour des raisons qu'on peut comprendre, pour des raisons pragmatiques très compréhensible, il y a des flux migratoires des grandes banques qui, JP Morgan par exemple en premier, qui ont commencé à essayer d'envisager de délocaliser. Mais de là à dire que la City va mourir, non, je pense qu'on est encore bien loin. Est-ce que la vraie question, oui Thomas? Oui, je dirais le plus gros problème, c'est pas un problème en réalité économique, c'est un problème politique pour le projet européen. C'est qu'aujourd'hui, on a perdu un membre important de l'Union européenne. Alors, et donc est-ce que la vraie question, c'est pas pour nous, Européens justement, quelle Europe veut-on? Quelle Europe souhaite-t-on? Est-ce qu'on va une Europe vers plus de fédéralisme? Non, déjà la première question, je pense la première chose qu'il faudrait faire, c'est faire un bilan de l'Europe, comme elle fonctionne. Parce que certains ne veulent pas faire ce bilan en disant oui, il y a des points positifs, c'est vrai qu'il y a des points positifs, on n'a pas eu de guerre, etc. Mais personne ne veut faire un bilan. Or aujourd'hui, déjà, on prend la zone euro, la croissance est extrêmement faible, vous avez une partie du Sud avec des taux de chômage très élevés. Enfin, faut se rendre compte qu'aujourd'hui, pour la Commission de Bruxelles, un taux de chômage qui passerait de 26 à 20% en Espagne, c'est une victoire. Or, 20% de chômage, ce n'est jamais une victoire. Donc, tirer déjà le bilan de cette Europe, comme elle fonctionne, et essayer de justement proposer un nouveau projet européen, ce serait déjà une avancée. Mais aujourd'hui, une grosse partie des gens ne veulent pas tirer justement les conséquences de ce Brexit et de la montée, encore une fois, des partis nationalistes dans toute l'Europe. On parle du Brexit, mais que se passera-t-il si, par exemple, l'Écosse ou l'Irlande quittent le Royaume-Uni? Ça compliquerait un peu plus l'affaire? Il y a déjà des mouvements qui ont été faits, un référendum en Écosse qui prenait son indépendance. Là, ça va être un problème encore plus interne auquel ils vont devoir faire face, puisque aujourd'hui, le Royaume-Uni fonctionne en tant que Royaume-Uni, et en dehors du Pays de Galles qui a voté majoritairement pour le Brexit, c'est vrai que l'Irlande du Nord et l'Écosse se retrouvent un petit peu... se sentent victimes de quelque chose pour lequel ils n'ont pas opté. Une conclusion en 10 secondes, Thomas? Je pense qu'il faut... Voilà, tirons les leçons de ce Brexit, d'un point de vue surtout politique, parce que économique, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, et refondons un projet européen qui justement fasse rêver et qui ne permette pas qu'il y ait d'autres exits comme ça en Europe, parce que là, ce serait dramatique. Thomas Porcher, Marc Daguerre, merci beaucoup. C'était Intégral Éco. Merci.